Alors bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints ce soir. Donc c'est la troisième conférence des Amphis pour tous de l'Université Savoie-Mont-Blanc cette année. Et on a choisi de prendre un thème qui couvre l'expérience touristique. Je pense que Nicolas a bien présenté tous les drôles d'acronymes qu'il y a sur cette diapositive. Le CITEM, juste qu'on n'a pas présenté, c'est le département tourisme de l'IAE Savoie-Mont-Blanc, auquel j'appartiens. Et c'est un département qui regroupe plusieurs masters sur 3 thématiques, l'événementiel, l'hôtellerie et le tourisme. Voilà. Alors, ce que je vous propose pour ce soir, c'est le déroulé suivant, à savoir je vais commencer par vous dresser les grandes lignes du comportement touristique, parce qu'on va voir que c'est un sujet qui a été l'objet de nombreuses recherches, et donc on va voir comment se structurent ces connaissances, et ensuite on basculera sur des résultats qui couvrent déjà la montagne hivernale, je pense que c'était vraiment d'à propos, en regardant les éléments clés, l'évolution, et puis surtout comment les gens vivent leur expérience quand ils viennent notamment en station. Et puis après, on basculera sur la montagne estivale avec surtout un focus sur des clientèles particulières, c'est celles qui viennent en station l'été. Et puis, je vous mettrai un petit point d'éclairage sur une étude qu'on est en train de dépouiller, qui est vraiment toute récente, qu'on a conduite cet été sur les refuges. Alors, déjà, peut-être que vous devez vous interroger, vous imaginez que quand je me présente comme étant chercheur en tourisme, je suis accueillie par quelques petits sourires narquois. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que l'on fait et les disciplines sur lesquelles, qu'on mobilise pour développer nos recherches. Alors, c'est un domaine de recherche à part entière, notamment dans les milieux anglo-saxons depuis les années 60. Donc, ça veut dire qu'on a quand même de très nombreuses connaissances et théories et concepts qu'on peut mobiliser. Donc, on part pas de rien. Au départ, on a beaucoup travaillé sur les impacts touristiques et puis maintenant, le champ s'est très largement étendu et couvre toutes les problématiques du tourisme, de l'économie au développement durable. Donc on a une connaissance qui est vaste, et puis ce que je trouve particulièrement riche et intéressant dans le tourisme, c'est qu'on ne peut pas fonctionner sur une seule discipline, on est nécessairement dans une multidisciplinarité. Alors historiquement, c'est plutôt les géographes et les sociologues qui se sont intéressés au tourisme, et maintenant c'est toutes les disciplines qui sont concernées, et quand on le peut, on essaye de développer des projets multidisciplinaires, parce que c'est là où on grandit dans nos connaissances en travaillant ainsi. Alors, comme je vous l'ai dit, peut-être quelques rappels ou enseignements sur la façon dont on aborde le comportement touristique avant de rentrer dans le cœur du sujet. Peut-être un élément clé qui est très simple à dire et qui pourtant est essentiel dans toutes nos études, c'est qu'on définit la consommation touristique comme une consommation qui se vit en opposition à notre quotidien. Donc un touriste, avant même de vouloir voyager, la première chose qu'il va toujours rechercher, c'est quitter son environnement quotidien. Alors il est fait de quoi cet environnement? Des photos que j'ai à gauche, j'ai forcément choisi des photos peut-être pas les plus positives, mais on a une grande partie de nos clientèles qui viennent de milieux urbains aujourd'hui, et il faut vraiment qu'on comprenne quel est leur quotidien pour comprendre comment on développe une expérience touristique qui peut les satisfaire. Donc dans ce quotidien, il y a beaucoup de choses. Il y a les temps de transport, il y a le bruit, il y a la pollution, il y a le stress des villes, on va dire, il y a le travail. Et en fait, la consommation touristique, elle se vit comme étant finalement, paradoxalement, beaucoup plus simple, mais apportant beaucoup plus aux individus. Et dans nos vacances, on va chercher à fuir ces différents éléments et à se recréer un autre monde dans lequel on va vivre une expérience différente. Alors, je ne rentre pas dans cet aspect-là, mais on a énormément de segmentation de cette demande touristique parce que vous vous doutez bien qu'elle est très, très variée, d'accord, de l'explorateur à celui qui va partir sur un navire de croisière de masse. Alors, si on reste un tout petit peu sur cette deuxième partie, donc qu'est-ce qu'on cherche à vivre dans ces vacances? C'est devenu, les vacances, un peu le cours de rattrapage de ce qu'on n'arrive plus à vivre dans nos vies quotidiennes. Donc on voit avec le fil du temps que les consommateurs actuels vont investir, et on peut même dire surinvestir leurs vacances comme étant vraiment des temps privilégiés où on va pouvoir retrouver des moments, des passions, des événements, des activités qu'on n'a plus du tout le temps de faire dans notre vie quotidienne. Donc c'est une période dans la vie des individus qui est très importante en termes de ressourcement, de plaisir, avec une valeur qui est remontée au fil du temps, c'est la cohésion familiale. Avec les temps que l'on connaît des familles à l'heure actuelle, les familles éclatées, les temps de travail des parents, etc. On sait que les vacances sont devenues un moment où on va recultiver la bulle de la cellule familiale avec grand plaisir.
Donc, on l'a surinvesti en termes de projet de bonheur. Et puis, c'est aussi une façon de retravailler une identité personnelle. Je vais faire des vacances où je vais apprendre de nouvelles compétences, etc. Alors, on veut tout quitter, mais peut-être pas tout à fait. Alors, peut-être il y a un premier niveau de subtilité, il est très important à comprendre celui-ci. Je veux bien quitter les stress de ma vie quotidienne et tout mon environnement de travail, mais pas forcément des éléments de facilité et mon confort. Donc les touristes, ils sont toujours un peu, ils peuvent paraître ambivalents. Pour que les vacances se déroulent bien, on va dire pour le touriste lambda, il faut quand même qu'il y ait un niveau de fluidité et de confort dans ces vacances qui fait que l'expérience va bien se passer et qui ne va pas buter sur des stress divers et variés. Donc, vous avez pu le voir ces dernières années, les stations de ski ont beaucoup développé les notions de conciergerie en station. Ben, ça fait partie de cette démarche, fluidifier le parcours client, essayer de se mettre à sa place, améliorer le fameux parcours du combattant tel qu'on le connaît quand on arrive dans des stations touristiques. Voilà, donc c'est une des initiatives qu'on a remarquées. Puis il y a une expression avec laquelle on a beaucoup de mal. Souvent, la première question qu'on pose, c'est « il y a du Wi-Fi ». Alors, si vous avez des questions, on pourra revenir dessus à la fin de la présentation. C'est une question à double tranchant. Voilà, on ne peut pas couper les gens du Wi-Fi, en tout cas pas consciemment. Mais voilà, on sait en même temps que quand on les coupe, ça peut être facteur de stress pour une certaine catégorie de touristes. Puis en même temps, le Wi-Fi, c'est aussi la communication sur les réseaux sociaux, etc., dont on n'a pas envie de se couper. Donc on pourra revenir dessus si vous avez des questions là-dessus. Alors, quand on prend l'expérience, et j'ose espérer que vous allez pouvoir vous imaginer dans vos vacances, dans ce que je vais vous exprimer là, on a un double niveau, en fait. Alors, on a un premier niveau qui est celui du détachement, qu'on connaît tous si vous vous remémorez comment vous êtes quand vous êtes en vacances. Et puis après, je viendrai sur un deuxième niveau qui est les pics d'expérience qui sont très importants à comprendre parce que ce sont eux qui créent des souvenirs. Alors, si on reste sur le premier niveau, donc le fameux détachement, alors, on n'a pas encore énormément d'études, mais on a quand même quelques psychologues et sociologues qui se sont penchés sur la question. Il est très intéressant à étudier parce qu'en fait, on se rend compte que quand quelqu'un est touriste, il rentre dans un état qui n'est pas le même de sa vie quotidienne. Il va devenir quelque part une autre personne et cet état, on a appris petit à petit à le caractériser. Donc, c'est plutôt un niveau de plénitude. Avec un détachement total. Si vous êtes coincé derrière une voiture de touriste l'été sur une route de montagne, vous aurez compris de quoi je veux dire. C'est vraiment relaxation. On change de rythme, on va prendre le temps. Donc on est dans un autre mode de fonctionnement et on peut le qualifier d'un état de conscience altéré qui est en fait très proche de la méditation. D'accord, dans ses caractéristiques, bien sûr. Donc ça, c'est pour le premier niveau. Et en fait, ce premier niveau, il est important parce qu'il va aider à renforcer cette déconnexion que les gens cherchent à vivre, justement, quand ils sont venus en vacances. Alors, le détachement, il va procurer un sentiment de bien-être. J'ai parlé de plénitude, on peut parler de relaxation totale, etc. Il y a beaucoup de termes qu'on peut utiliser. Alors, il est un peu complexe parce qu'en fait, c'est pas cet état-là qui va créer nécessairement beaucoup de satisfaction. C'est difficile à verbaliser. Par contre, il va créer, comme il crée du bien-être, il va créer une transformation physique sous forme de relaxation, de détente, etc. Et l'intérêt, c'est que les touristes sont capables d'en mesurer l'impact. Alors typiquement au ski, c'est encore plus vrai que dans d'autres modes de vacances. Quand on a fait un séjour au ski, les touristes interrogés sont capables d'identifier que le bien-être est ressenti sur plusieurs semaines après. Alors, les pics d'expérience, eux, ils viennent jouer un deuxième niveau. Une fois que j'ai déconnecté mon tourisme, qu'il est rentré dans cet état de détachement et de relaxation profond, il va falloir que je travaille l'expérience touristique en lui offrant des moments d'exception. Alors, les pics d'expérience, ils ont été étudiés depuis longtemps. Alors en fait, depuis très longtemps, par Maslow, qui appelait ça les pics en anglais, P-E-A-K. Et puis surtout par un sociologue hongrois qui s'appelle Csikszentmihalyi, qui a travaillé la notion de flux. Alors, je vais vous la décrire et puis je pense que vous pourrez très facilement comprendre de quoi il s'agit. On le décrit par ses caractéristiques, le flux. Alors, c'est un type d'expérience où vous êtes complètement absorbé par ce que vous faites. Vous êtes là, vous êtes présent maintenant et vous n'êtes pas ailleurs mentalement. Vous êtes en concentration totale et cette concentration, elle nous intéresse dans l'expérience touristique parce que plus vous êtes concentré, plus ça va vous faire évacuer toutes les préoccupations que vous pourriez encore avoir en tête quand vous êtes en vacances. Je vous rappelle qu'on est toujours sur ce souci de déconnexion, donc c'est particulièrement important.
Une autre caractéristique du flux, c'est la perte de la notion du temps. Et si je vous dis ça, vous pouvez penser à beaucoup d'activités que vous faites où vous ne voyez pas le temps passer. En général, c'est parce que vous avez vécu du flux. Alors, au départ, Csikszentmihalyi les a étudiés sur les artistes qui créaient des sculptures, des tableaux. Et puis, ça doit vous paraître évident, on l'a beaucoup étudié dans les sports. Plus récemment, on l'a étudié dans les jeux vidéo, parce que le flux, il est addictif. Donc, c'est bien sûr quelque chose qu'on a pu identifier dans cette activité-là. On l'a étudié dans le cinéma. Et puis, vous pouvez en avoir au travail. Je vous le souhaite, en tout cas. Alors, une condition au flux, quand même, qui est très importante à comprendre, c'est que vous pouvez rentrer dans du flux quand vous êtes à votre niveau de capacité ou de compétence. Si je vous mets dans une piste de ski qui est bien au-delà de vos capacités, on va dire, de skieur, je vais très certainement vous mettre dans du stress et vous allez sortir de votre flux pour entrer dans un épisode de stress. Si, à l'inverse, je vous mets dans une piste qui est clairement très en dessous de votre niveau, vous allez rentrer dans de l'ennui. Donc, la notion de compétence, elle est très importante. Alors, ce qui est intéressant avec le flux, c'est que ces recherches, elles ont engendré d'autres types de recherches et on s'est rendu compte dans le tourisme que c'est juste une façon d'avoir des expériences de pic. Il y a une autre façon d'en avoir et ça a été identifié par un chercheur américain, O'Shaughnessy, qui lui parle plutôt d'expérience optimale et qui dit, OK, le flux, on peut l'avoir dans des activités, mais aussi, en fait, on peut avoir des expériences qui ont certaines caractéristiques similaires. Bon, je suis très attentive, je suis très concentrée à ce que je fais, mais aussi tout simplement parce que vous avez l'impression d'avoir accompli quelque chose. Typiquement, vous avez appris à skier, vous avez recréé du lien avec votre petit enfant, vous avez fait des activités qui vous ont soudé, ou alors vous avez appris sur votre environnement ou sur vous-même. Donc en fait, ce que O'Shaughnessy dit, c'est qu'on n'a pas toujours besoin d'être dans cette notion de compétence et de flux. On peut vivre des expériences très intenses en vacances ou ailleurs parce qu'elles vont nous faire grandir, comme on le dit au sens growth, au sens américain. Donc voilà, ces expériences-là, pourquoi elles nous intéressent? Donc si je reprends la suite de tout à l'heure, où notre touriste est dans un état de détachement, bien-être physique, pas forcément quelque chose qui va contribuer à la satisfaction. Et quand on a des pics d'expérience, ce qui nous intéresse, c'est que ce sont des expériences ultra déconnectantes. Les pics, ils vont enfoncer le clou de la déconnexion, ils vont vous ramener à l'essentiel, et ils vont créer une transformation qui, pour le coup, n'est pas forcément physique, mais qui est plutôt psychologique. Et là où ça nous intéresse particulièrement, c'est qu'on sait que les souvenirs viennent de ces expériences-là. D'accord. Donc, comme c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans le marketing expérientiel, c'est forcément des expériences qui sont très riches à étudier. Alors, et c'est vrai que quand on regarde les tendances actuelles de la consommation touristique, on ne peut pas ignorer le fait que les hébergements insolites, on développe en ce moment beaucoup d'expériences qui sont des expériences qui vont procurer des sensations pas forcément toujours fortes au sens de l'adrénaline, mais qui vont créer des moments forts, des expériences uniques, qui vont faire partir les gens loin, sans forcément qu'il y ait une distance géographique très poussée, et le fait que les touristes, ils achètent des souvenirs. Alors, plus platement, on parle d'instants instagrammables à l'heure actuelle, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que je veux avoir une expérience que je vais pouvoir prendre en photo et partager sur les réseaux sociaux, ok, mais surtout parce qu'elle m'a beaucoup touchée et que je vais m'en souvenir. Et si plus elle a été bien faite, plus je m'en souviendrai longtemps. D'accord ? Donc ça reste dans cette logique de pic. Alors, ça, c'était pour le cadrage un petit peu théorique. Si on passe aux résultats des études que nous avons menées, notamment au sein de l'IAE et de l'IREJ depuis plusieurs années, je vais vous présenter, donc, comme je vous l'ai dit, les résultats qu'on a menés plutôt en station. Donc là, je tenais à le préciser parce qu'on n'est pas sur tous les publics. Sur le ski, on a beaucoup travaillé les stations d'altitude, hiver comme été, comme vous le verrez. On a plus dernièrement travaillé sur les nouvelles pratiques, notamment le ski de randonnée, le ski et la fête. Et puis, très dernièrement, donc l'été dernier, on a travaillé sur des refuges dans un programme qui s'appelle Refuge Sentinelle avec des géographes de l'Institut de géographie alpine. Et je vous présenterai une slide sur ces résultats parce qu'ils sont particulièrement intéressants. Les méthodes, alors, ça va dépendre de nos objectifs. Globalement, on est soit sur du quantitatif, questionnaire, soit sur du qualitatif, on fait des entretiens. Donc on peut monter en refuge, interroger des gens, on va en station interroger les touristes. On les interroge toujours en plein milieu de leur consommation. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des études après, on va au cœur de la consommation pour essayer de bien comprendre comment l'expérience se déroule pour eux, avec en plus des projets qu'on a menés ces dernières années qui a été de prendre les mêmes touristes et de les interviewer tous les soirs,
pour comprendre comment ça évolue et quels sont les éléments qui peuvent contribuer ou faire sortir de l'expérience telle qu'ils la voient idéalement. La bonne nouvelle, si vous avez bien suivi cet état de détachement, c'est que les touristes, quand ils sont en vacances, ils sont très disponibles. Et quand on monte comme ça en station avec un enregistreur et un guide d'entretien, incroyablement, on a des taux de réponse très, très élevés. Le questionnaire, on est sur du 10%, tout au mieux. Hein. Voilà. Alors, pour la montagne hivernale, quelques enseignements. Si on reprend toujours la slide de départ sur la déconnexion par rapport au quotidien, la montagne, elle a beaucoup d'atouts en elle, en fait. Naturellement, spontanément, elle a un univers qui est ultra déconnectant. Alors que ce soit l'ouverture du paysage, que ce soit en hiver le blanc, la magie, l'air pur, l'idée de s'aérer, la lumière qu'on n'a pas en ville en hiver, etc. C'est vrai que spontanément, elle est capable d'offrir un univers qui vraiment va venir naturellement déconnecter les gens. Donc ça, c'est déjà un gros point fort de la montagne. Après... Et là, je vous parle de gens en station, je n'inclus pas les résultats sur les refuges. On est toujours assez étonné de voir combien la naturalité, la beauté, l'immensité de la montagne touchent les gens, même quand ils sont sur une pratique de ski de piste et qui vont sans doute très peu sortir des pistes. Sommet escarpé, paysage ouvert, beauté des paysages sont des notions qu'on retrouve beaucoup de gens qui prennent des photos, qui en parlent. Avec une dose de respect. Hein, c'est-à-dire qu'on comprend quand même la grandeur de la montagne, on comprend sa dangerosité, elle est intimidante. Hein, et donc, c'est vrai qu'elle invite au respect. Et ça, c'est très intéressant comme notion. On la connaissait, cette notion, sur les environnements sauvages. Il y a des études qui ont été faites au pôle Nord et ailleurs sur des touristes, parce qu'elle crée de l'humilité. C'est-à-dire quand vous vous retrouvez confronté à un univers sauvage, on va dire très présent, en fait, ça vous replace dans l'univers et ça vous donne une notion de vous-même qui vous crée beaucoup d'humilité. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que c'est doublement déconnectant et que les gens vont rentrer dans on va dire, ils vont relativiser leur vie et souvent d'ailleurs en vacances prendre des décisions qu'ils n'arrivaient pas à prendre dans la vie quotidienne. Et puis, un élément aussi important qu'on connaît, mais qu'il faut répéter, c'est qu'on n'a pas vraiment de concurrent direct. Alors, vous me direz, il y a peut-être l'hiver au soleil qui se renforce un peu actuellement. Pour l'instant, c'est quand même un territoire qui est relativement unique. Alors, quand on parle du ski et de la montagne l'hiver, on est forcément sur une symbolique qui est incontournable. Donc, je vous ai mis là des photos qui doivent vous rappeler quelques bons souvenirs. On a tous été élevés avec les contes, les histoires de Heidi, Martine à la montagne, Belle et Sébastien. Bon, les bronzés, c'est peut-être un peu moins culturel, mais on a tous ça en nous. Hein. Et c'est vrai que, alors c'est intéressant parce que ça crée de l'affect, en fait. C'est-à-dire que tout ce à quoi vous avez été positivement confrontés dans votre enfance sont des souvenirs qui vont rester avec vous et qui vont créer un affect à l'âge adulte qui pour nous est très intéressant parce que ça veut dire que c'est un univers qui vous attire. Alors, cette symbolique, elle est présente dans l'imaginaire des gens, quelle que soit leur consommation touristique. Donc même si on va faire une étude sur une station qui a été construite dans les années 60, on se rend compte que le touriste arrive avec une symbolique très forte qui repose, allez, on va dire très rapidement sur trois piliers. Le bois, le bardage bois minimum, même si vous avez un immeuble en béton, c'est toujours mieux s'il est recouvert en bois. La neige, bon, préférence, hein, et puis les sapins, alors bon, selon l'altitude. Mais c'est vrai que ces trois éléments qui sont très importants, et en fait, leur image idéale, quand on l'a fait définir, c'est le petit village de montagne avec l'église recouvert de neige et ses petits chalets en bois. D'accord ? Donc on est vraiment là-dedans. C'est un décor qui est intéressant parce qu'il vient encore renforcer le dépaysement que j'ai déjà exprimé avec l'univers de la montagne. Et puis, on voit bien que dans l'idéal, c'est pas toujours possible, si je peux, je veux pas retrouver des éléments qui vont me ramener au quotidien que justement j'ai cherché à quitter. Donc la foule, les voitures, le stress, le béton, c'est couramment des éléments qui ressortent. Alors, sur l'authenticité, je ferai un petit bémol parce que c'est une notion très complexe. On n'a pas le temps de trop développer, mais quand même, on peut se poser la question de savoir dans quelle authenticité on est. Donc on oppose souvent les deux, authenticité, authentique. C'est vrai que l'authenticité, elle a des contours très variables. Donc, dans les yeux des touristes, il y a plusieurs formes d'authenticité. Il faut dire que leur authenticité, elle n'a pas la même notion que la nôtre, qui connaissons mieux nos vallées, les styles locaux, etc. Donc, ce qu'ils peuvent rechercher, c'est la vraie.
Souvent, ce qu'ils recherchent, c'est l'autentoc, c'est-à-dire qu'ils sont très complaisants en fait. Et puis, dernièrement, ce qu'on a vu se développer dans les produits touristiques à travers le monde, c'est cette notion de live like a local. Donc, j'arrive dans une destination et j'ai envie de la zipper et de sortir un peu de toutes ces prestations touristiques habituelles, le guidage, etc., pour aller vers, par exemple, un guidage, mais qui va m'emmener plus près des gens du coin, des traditions de la vallée, etc. Donc ça, c'est une tendance qu'on voit à travers le monde et qui n'échappe pas à la montagne. Et puis, peut-être quand même rajouter un élément. Je vous ai dit qu'ils étaient assez complaisants. En tout cas, les touristes qu'on rencontre ne sont pas dupes. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait conscients de la création des stations de ski, de leur modernité, du plan neige, etc. Et puis de ce que ça leur offre. Ils voient bien la taille des domaines skiables. Alors, ils ne sont pas dupes. En même temps, si les stations jouent le jeu, à développer une authenticité avec plus ou moins un grand A, ils sont prêts à jouer le jeu. Mais il faut qu'en face, les autres jouent le jeu également. Donc la thématisation, cultiver tous les symboles de la montagne, c'est important pour eux. Alors, un élément qui paraît peut-être évident, mais c'est vrai que les vacances, notamment au ski l'hiver, sont des vacances où on remarque que la sociabilité est très importante. Donc il y a bien sûr la famille, le couple nucléaire élargi, les tribus, tribus d'amis, etc. Et puis un sous-segment des groupes d'hommes qui, si vous vous souvenez, ce qu'on a évoqué sur le flux, s'explique par le fait qu'ils partent à niveau de compétences égales et ils vont faire du ski pendant plusieurs jours entre hommes du même niveau. Alors, un autre élément qu'il faut bien prendre en compte, depuis plusieurs années, on travaille sur les notions de co-construction. Et c'est vrai que ce qui est important de voir, c'est que le touriste, il arrive en vacances avec des compétences et des envies, et qu'en fait, il va aussi maîtriser ses vacances d'une certaine façon, il va faire des choix. Et donc, la co-construction, c'est l'idée que le touriste arrive avec des demandes et des compétences, et la station va offrir des services, et c'est ensemble que les vacances se construisent. D'accord ? Donc on parle d'agence du consommateur, c'est l'autre terme qu'on utilise en marketing pour traduire cette volonté qu'ont les touristes à vouloir diriger entre guillemets leurs vacances. Alors, si on reste sur le ski uniquement, les termes employés par les clientèles, ce sera sans surprise. Alors pour eux, c'est un sport sans effort, un sport ludique, glisse, liberté, ce qu'on connaissait déjà. Alors le troisième point, je pense que les médecins en station ne seraient pas tout à fait d'accord avec cette citation. Pour eux, c'est un sport qui est facile à reprendre. Donc même s'ils ne font pas de sport dans l'année, c'est un peu comme le vélo. Première demi-journée, on se remet en jambes et c'est un sport qu'on retrouve facilement. Et puis il y a cette notion de bonne fatigue. Donc une journée au travail avec beaucoup de réunions, vous rentrez tard le soir, vous êtes fatigué, ça c'est une mauvaise fatigue. D'accord ? Et là, ils parlent de bonne fatigue. J'ai skié toute la journée, j'ai les joues qui me brûlent un peu le soir, les jambes qui tirent un peu, mais j'ai vraiment passé une très bonne journée et je vais m'écraser sur l'oreiller avec beaucoup de satisfaction. Alors, je voulais vous montrer très rapidement une étude qu'on a menée en 2013 avec une chercheuse canadienne qui était venue en sabbatique à l'Université de Savoie, Stacia Elliott, et puis Dominique Créziac, qui n'est pas là ce soir, mais qui est un chercheur de l'IREJ avec laquelle je travaille beaucoup. Et là, on a suivi un groupe d'étudiants qui ont été très agréables et qui ont accepté de nous répondre tous les soirs de leur séjour. Donc, c'était un séjour de 5 jours. Et on voit, en fait, l'évolution de leur consommation. Et ce qu'on essayait de comprendre, c'est est-ce qu'il y avait des pics. Donc, 0, sur l'échelle, c'est votre état normal, comme vous êtes dans le quotidien. Et 10, c'est vraiment un état exceptionnel où vous avez vraiment ressenti beaucoup de plaisir. Alors, je vous parlais d'agence du consommateur à l'instant. On le voit là, c'est-à-dire que tous ne commencent pas au même niveau. Ils partent le lundi en bus de Chambéry. On voit bien qu'en bas, il y a 2 personnes qui partent de rien. En fait, c'est des personnes qui n'ont jamais été au ski. Donc, il y a 0 attente. D'accord ? Ceux qui ont déjà pratiqué le ski, il y a des niveaux différents de rentrer dans l'expérience. Ce qui est intéressant, c'est d'analyser les pics. Donc là, on en a 2, plus ou moins. Le premier, à notre surprise, c'était une sortie raquette qu'on leur avait organisée et qui est quelque chose qui les a marqués parce que ça a été, ils étaient dans le flux, puisqu'il n'y a pas de compétences sur la raquette ou peu, disons qu'ils étaient tous au même niveau, que c'était pas trop compliqué à faire et qu'on les a emmenés dans un champ de poudreuse. Et c'est quelque chose qui les a marqués. Ils ont eu l'impression de voir de la vraie neige, de pouvoir tomber, faire leurs traces, etc. Et ça a été un moment magique. Vous voyez bien sûr qu'il y en a 2 pour qui ça n'a pas été magique du tout. Alors, ces 2-là avaient hésité à faire des raquettes, finalement ont décidé de ne pas y aller.
ont voulu aller à la piscine découverte, il y en avait une dans la station. Arrivées à la piscine découverte, elle était en maintenance, donc elles ont erré pendant 3 heures dans les galeries commerciales avec un budget étudiant, c'est pas tout à fait compatible. Et double effet, c'est qu'elles ont vu revenir tout le groupe avec, visiblement, ayant vécu un très bon moment. Alors le deuxième pic, alors, sont des étudiants, donc il y a une soirée de gala, ça contribue à un pic également, ça. Mais surtout, ce dont ils ont beaucoup parlé, alors c'était une semaine où il a fait très mauvais, il a beaucoup neigé, le mercredi il a fait beau, donc ils ont pu aller skier, alors avec en plus un paysage magnifique puisqu'il venait de neiger. Et ils ont beaucoup parlé du ski qu'ils ont pu faire, et pas tant de la pratique elle-même, mais du ski qu'ils ont fait avec des amis. Ils se sont mis en petits groupes, ils ont vécu des moments forts de sociabilité. Ils ont beaucoup parlé de la vue, puis bien sûr de leur soirée de gala. Puis alors, le jeudi, ils rentrent en bus à 16h. Donc, ils auraient pu faire du ski, un temps catastrophique, on ne voyait même pas le bout de ses spatules, c'est pas la peine. Et ce qu'ils ont fait, en fait, une fois qu'ils ont fait leur valise, ils ont cherché à faire perdurer l'ambiance montagne jusqu'au bout. Donc, on va dans un café, on va se trouver un café thématisé avec du vieux bois, le serveur apporte une couverture, un chocolat chaud, on regarde la neige tomber. Voilà, tous ces éléments de magie qu'on retrouve à la montagne. Et puis le vendredi matin, ils sont en cours avec nous. Voilà. Je ne donnerai pas les noms des enseignants. Alors, si on bascule sur la montagne estivale, donc là, on peut considérer qu'on est vraiment dans un autre domaine. Donc, bien sûr, on reste en montagne et la demande est très différente. Et alors, à nouveau, je vous rappelle que on est vraiment là, par contre, sur un segment spécifique. La majorité de nos études ont porté sur les gens qui viennent en station l'été. Donc, c'est des gens qui, souvent, sont assez différents des vrais pratiquants de la montagne, alpinistes ou vrais randonneurs. Ils sont venus parce qu'ils ont un affect pour la montagne. Hein, ça, on part quand même pas de rien. Il y a une attirance pour cet univers. Souvent, le prix est un élément déclencheur parce qu'on sait que l'été, les tarifs sont bien moins importants. Et puis, parce qu'elle est assez bien commercialisée dans la grande distribution. Donc, on imagine madame, monsieur qui sort du supermarché, une semaine en station à un prix abordable, ils vont rentrer. Et puis, ce qui a vraiment finalisé la décision d'achat, c'est le foisonnement d'activités qui pourrait être important. Donc, ils vont certainement pas faire toutes les activités, mais le fait qu'on leur en propose beaucoup, c'est rassurant. Hein, surtout si on n'est pas un grand pratiquant de la montagne, puisqu'on n'est pas sûr de ce qu'on pourrait faire à la montagne. Donc, on reste sur cette clientèle-là. Vous allez voir qu'on retrouve des éléments divers. Hein. Donc, coupure toujours présente. Elle est peut-être un petit peu moins forte qu'en hiver, parce qu'on est obligé d'enlever la magie de la neige. Par la force des choses. Donc, on est quand même sur un univers déconnectant. Et puis, en fait, la montagne estivale, on la décrit souvent en opposition à la mer. Alors, si j'allais à la mer, ce serait comme ça. Et si je viens à la montagne, le grand bonheur, c'est de retrouver du calme et de la tranquillité. La symbolique, elle est toujours présente. J'aurais pu remettre les photos d'Heidi, mais voilà. On a mis un joli chalet d'alpage. Elle est toujours présente avec beaucoup plus de teintes de rural, hein, qui ressort plus l'été. La naturalité, elle est quasiment identique, hein, référence au sommet escarpé, paysage ouvert, hein, les mêmes éléments qui ressortent, cette notion d'air pur, et puis cette montagne qui impressionne toujours autant. Alors, pour les activités, alors, on est sur cette clientèle-là, hein, j'entends toujours pareil, une image qui est toute en nuances. Parce qu'on veut de la tranquillité, mais on ne veut pas de l'ennui. Donc, je ne veux pas arriver dans une station où il y a vraiment très peu de clientèle. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de buzz, hein, en tout cas de vie. Et je veux bien faire des activités, je ne suis pas forcément à fond dans l'effort. Donc, on l'a qualifié de tranquillité active. D'accord ? Et c'est des vacances qui sont beaucoup plus actives qu'à la mer, dans leur esprit en tout cas. Hein, donc par rapport à la mer, beaucoup plus calme, moins de monde, on apprécie cette tranquillité et à partir de là, on est quand même beaucoup plus actif que quand on va au bord de la mer. Alors, quelque chose qui était ressorti dans l'étude qu'on avait faite sur l'été, c'est ce qui nous a quand même interpellés, c'était la faible connaissance du milieu montagnard. C'est-à-dire que sur tous les entretiens qu'on avait réalisés cet été-là, on en avait, je crois, 85, il y avait très peu de notions d'animaux, de fleurs ou de notions de montagne qui étaient ressorties. Et en fait, on s'est rendu compte que les touristes, finalement, quelque part, ils attrapent qu'une petite partie de la montagne. Alors, ça ne crée pas forcément une frustration parce qu'en fait, ils n'en ont pas conscience.
Donc, des animaux, voire des animaux qui, pour vous et moi, sont très faciles à voir, ben pour eux, c'est des expériences à côté desquelles ils sont passés. On avait fait une étude dans les Pyrénées il y a aussi quelques années. On avait demandé aux gens de nous montrer ce qu'ils prenaient en photo à l'issue d'une balade. Ils avaient des appareils photo avec plein de fleurs et ils étaient incapables d'en nommer aucune. Et c'était une frustration, par contre, quand on leur demandait, parce qu'ils auraient bien aimé qu'on puisse les guider à travers ces fleurs. Alors, pourquoi c'est un problème? Parce que si j'arrive pas à attacher les gens émotionnellement à un lieu, cette notion d'attachement, elle sera beaucoup moins forte. Et bon, on va peut-être pas rêver, ils vont pas devenir des alpinistes du jour au lendemain, mais en tout cas de les attacher à la culture montagnarde et de les rapprocher de cette culture, ça nous paraît particulièrement important dans le long terme pour créer de l'attachement et de la fidélisation. Alors, je vais vous montrer maintenant l'étude sur les refuges. Et enfin, juste une slide, comme je vous l'ai dit, parce qu'on est en plein travail, on analyse les résultats en ce moment. Je vous ai parlé jusqu'à présent de déconnexion. Un touriste, il ne reste pas en apesanteur quand il arrive en vacances. Il a besoin de se reconnecter aussi. Alors, bien sûr, il va se reconnecter à autre chose que son quotidien. Et l'étude des refuges, elle le montre bien. Alors, sur les refuges, on est monté dans de nombreux refuges. On a interrogé des clientèles l'été dernier. On a fait plus de 80 entretiens. Alors, l'avantage des refuges, c'est que les gens sont très disponibles. Hein, ils ont du temps et puis ils sont disponibles. Et donc, on a pu vraiment creuser les questions avec eux. Les entretiens, ils durent en moyenne 30 à 40 minutes par personne. Et on arrive à vraiment avoir une grande richesse d'informations. Et ce qui nous a intéressé dans les refuges, pour le coup, c'est qu'on sortait de la station. Là, on est dans un environnement qui est beaucoup plus dénudé. On a le refuge, on a la montagne, on a l'activité pour arriver. Enfin, globalement, je vais schématiser comme ça. Et du coup, ça nous permettait d'enlever beaucoup d'éléments des stations et d'aller au cœur de l'expérience et de pouvoir comprendre comment ces trois éléments sont, déconnectants et à quoi ils reconnectent. Donc, on a regardé en premier l'activité. On a eu beaucoup de marcheurs. Donc, c'est plutôt des marcheurs que des alpinistes. Les gens qui marchent ont parlé beaucoup de méditation naturelle, le rythme de la marche qui vous met dans un certain état, le fait que les sentiers étaient assez étroits, du coup on marche seul, ou en tout cas que le compagnon est devant ou derrière, du coup on parle moins, on rentre dans une espèce de réflexion plutôt positive et on se reconnecte à soi. Le refuge, bien sûr, il apporte autre chose. On est dans la frugalité par définition. Frugalité qui est vécue assez positivement, pour peu que les gens aient bien compris comment fonctionne un refuge, avec des notions de simplicité, d'échange vrai. J'ai pu discuter avec le gardien, j'ai rencontré des gens le soir autour de la table et je me suis reconnectée aux autres. Voilà, donc il y a une dimension sociale et de rapprochement dans le refuge qui est très forte. Et puis la troisième, c'est l'univers de la haute montagne, donc dont je vous ai déjà parlé sur les stations de ski, et qu'on retrouve là alors encore plus fortement. Contemplation, humilité, distanciation. Et là, on a vraiment des notions assez spirituelles. Les gens nous parlent de reconnexion à l'univers, de ma place dans ce monde. C'est le dernier endroit où je peux encore voir une nature sauvage, etc., etc. C'est assez puissant et c'est intéressant de voir le pouvoir déconnectant de la haute montagne. Voilà, donc ça, c'était pour le petit éclairage sur la clientèle des refuges. Et puis, alors, comment on reconnecte les gens? Donc là, on voit avec les refuges qu'ils le font assez spontanément. On peut le faire à travers différents types d'activités. On peut le faire à travers différents types de guidage. Et puis, je voulais simplement faire un petit point sur la notion de nidifier, parce qu'on voit que beaucoup de territoires touristiques se sont rendus compte, pas qu'en montagne, que les touristes actuels ont beaucoup de problèmes à se connecter à un territoire qui n'est pas le leur et que par définition, ils ne connaissent pas, ou en tout cas, ils ne connaissent pas les codes. Donc en fait, la notion de nidification, elle s'intéresse aux besoins que les touristes ont de se sentir à l'aise dans un nouvel univers et donc de recréer un nid. Parce que vous êtes rarement, comme je l'ai dit, en apesanteur, sans référent. Vous avez besoin d'avoir des référents. Et sur la montagne particulièrement estivale, c'est quelque chose qui nous a interpellés. Donc, vous n'oubliez jamais d'où viennent vos clients. C'est vrai que souvent, on a tendance à penser que ce qu'on sait, ils savent, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, je vous ai mis Jean-Claude Duss, je pense que ça vous parlera, qui est avec ses skis dans le métro. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a des clientèles à l'heure d'aujourd'hui qui n'ont pas toujours les codes parce qu'ils viennent de populations urbaines, de centres urbains bientôt à 70% de la population. Et surtout, ce qui est important à comprendre, c'est que c'est souvent de plusieurs générations. Donc la maison de la grand-mère en campagne ou les balades en nature, c'est pas forcément systématique. Et il y a beaucoup de codes qui ne l'ont plus. Donc l'absence de ces codes peut poser des problèmes de reconnexion au territoire. Et la nidification, elle contribue à cette connexion. Et elle est très importante.
Donc, on n'a pas le temps de tout faire ce soir. Si vous avez le temps plus tard dans la semaine, je vous invite à aller voir des vidéos qui ont été produites par l'Office du tourisme d'Islande, qui a produit sur son site qui s'appelle Iceland Academy des séances de formation à l'Islande. Parce qu'en fait, ils ont, au travers de leurs études, compris que les clientèles qui arrivaient en Islande n'avaient aucune idée du climat qu'on peut avoir en Islande, de la façon dont on s'habille pour aller se promener, de la façon dont on conduit, tout simplement, et puis de codes divers et variés qu'ils peuvent avoir dans les bains chauds, etc. Hein. Donc, je trouve cette initiative assez intéressante. On voit qu'elle se répand. Les refuges ont produit un petit livre qui s'appelle « Refuge, on vous donne les clés » ou les codes, les clés. La Nouvelle-Zélande fait maintenant signer une charte à ses touristes. C'est vrai qu'on voit qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça qui est assez intéressante, qui est aussi en réaction avec tous les phénomènes d'overtourisme qui n'ont pas pu vous échapper, j'imagine, et qui montrent qu'on est en train d'avoir des frictions qui viennent alors de la surpopulation touristique, certes, mais aussi du fait que des touristes arrivent dans des territoires en n'ayant pas les codes adaptés, et ça peut créer des frictions avec les populations locales. Donc, en résumé, je fais le négatif en premier, bien sûr. Des menaces, il y en a beaucoup. Hein, je n'ai pas voulu trop m'étendre sur la question. Il y a un élément dont je n'ai pas parlé, c'est qu'on a quand même, on le voit bien dans nos statistiques, une maturité de la pratique du ski. Alors, on a compensé avec des marchés étrangers. Pour l'instant, ça fonctionne encore. Mais c'est vrai que dans la pratique du ski, le skieur est en train de vieillir, et puis les études qui nous arrivent sur les jeunes skieurs nous montrent quand même un désintérêt des nouvelles générations qui vont arriver sur le marché pour le ski. Donc ça, c'est des cheveux blancs qu'on a à se faire, et en tout cas une question qu'on doit prendre vraiment à pleine main, parce qu'il va falloir qu'on s'en occupe. La faiblesse de la montagne estivale. Alors, la montagne estivale est en train de remonter, on va dire, le long de son échelle et de redevenir peut-être plus attractive que par le passé. Je pense qu'on a encore une grande marge de progression pour améliorer la montagne estivale. Moi, je ne suis pas inquiète sur la montagne estivale dans le long terme. Et puis, bien sûr, on a toutes les menaces de réchauffement climatique dont on a beaucoup parlé l'hiver, mais qui impactent beaucoup les guides, les refuges à l'heure d'aujourd'hui, avec des routes d'alpinisme qui sont fermées et qui deviennent très dangereuses. Et puis, voilà, il y a d'autres types de menaces, mais je crois qu'on va pas s'étendre sur la question. Et puis, je voulais quand même finir en résumant les points clés ou les points forts qu'on peut clairement identifier par rapport à la montagne. On a un fort attachement. Ça, c'est indéniable. Dans la culture des Français, la montagne, c'est un univers qui est très présent, dès l'enfance, comme on l'a vu, mais aussi plus tard, et qui reste dans le cœur des Français. Un ADN qui est quand même unique, et ça vaut beaucoup dans le monde actuel. Une nidification, comme j'ai dit, qui est perfectible. La mise en relation des clientèles avec ce territoire, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut encore travailler. Et puis, une symbolique, alors qui parfois nous fait un peu rager, parce que c'est vrai que ça paraît très... comment dire, les touristes ont l'air de beaucoup nous simplifier un chalet avec de la neige dessus, mais elle est incontournable. Donc sachons l'accueillir. Et puis rien ne nous empêche de retravailler l'authenticité avec des codes du XXIe siècle. C'est pas choquant pour un touriste. Voilà, je crois que j'ai terminé. Merci à vous, merci pour votre attention.